je vais vous présenter l'évaluation de deux conduites qui visent à améliorer l'autonomie alimentaire par le pâturage, et donc dans le cadre de notre expérimentation système qui s'appelle Patuchev. Alors, je vais rappeler quelques objectifs initiaux que l'on avait établis il y a 10 ans. Alors, la question que l'on avait posée pour cette expérimentation, c'était quel système d'élevage permettrait une meilleure autonomie en intrants, et ce principalement énergétique, sous contrainte de production. Donc, voilà la question que l'on avait définie il y a 10 ans. Donc, avant, ce n'était pas trop vous planter puisqu'on est en plein dedans, là, sur l'aspect autonomie en énergie. Et donc, on avait fait l'hypothèse que l'herbe, c'est un atout pour gagner en durabilité, en conciliant donc les performances économiques, environnementales et sociales. Et donc, on a mis en place l'expérimentation système Patuchev en 2013. Donc, cette expé système, elle s'inscrit dans les orientations scientifiques d'INRAE 2030, du ministère de l'Agriculture pour la transition agroécologique et la feuille de route Néoterra de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, cette expé système, elle est soutenue par la filière Caprine et la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre donc, de notre REXCAP. Alors, comment ça s'est passé? Donc, pour Patuchev, l'objectif, c'est de concevoir et d'évaluer des conduites de troupeaux caprins avec un impact positif sur l'environnement, donc en limitant les intrants consommateurs d'énergie. En limite, donc, par exemple, ici, il y a 0 azote minéral, par exemple, sur le dispositif depuis 10 ans. Donc, on cherche à limiter tout ce qui est apport de concentré. On cherche à limiter l'utilisation de certaines molécules dites à risque. Donc, par exemple, il n'y a pas de pesticides qui ont été mis sur le dispositif depuis le début. On essaie de limiter tout ce qui est utilisation d'hormones par rapport à la reproduction. Et donc, puisque ça fait par exemple 2 ans où on pratique l'insémination sur chaleur naturelle. On va mettre en place également des pratiques en vue de protéger l'environnement. Ça passe également par une productivité qui va être compatible avec un revenu et un métier qui reste attractif. Donc, de veiller à tout ce qui est charge de travail et technicité dans les pratiques ou les solutions qui pourront être évaluées. Ça va être également une production de qualité en lien avec une activité acceptable en termes donc, des produits, en termes de qualité technologique, organoleptique et sanitaire, mais également de mettre en place une activité d'élevage qui s'insère dans le paysage et le milieu social. Donc derrière ça, notre objectif, c'était de trouver un compromis entre environnement et économie et de proposer une démarche vers des systèmes herbagés, mais à faible intrant. Alors, quel dispositif expérimental on a mis en place? Ici, on a évalué 3 conduites de troupeaux qui vont différer soit par la période de reproduction. Donc, la période de reproduction, soit on est en jour décroissant, donc une reproduction saisonnée, ou en jour croissant, donc avec une reproduction au printemps, au mois d'avril. Et on va croiser ça avec les modalités d'utilisation de la surface fourragère, soit du pâturage et du foin, soit du foin toute l'année, donc un troupeau qui reste en bâtiment toute l'année. Et donc, du coup, on a évalué ici 3 systèmes. Un système qui est plutôt saisonné pâturage, un système désaisonné pâturage ou un système désaisonné bâtiment. Je te coupe, il y a ton micro qui est coupé. Alors, en fait, oui, mon micro est coupé ici, mais en fait, normalement, les gens m'entendent avec le micro de la salle. Après, je vais quand même regarder, mais je vais regarder les conversations quand même s'il n'y a pas de... Non, ouais, du coup, ils m'entendent. Il n'y a pas personne qui s'alarme, donc c'est pendant longtemps. Ensuite, donc, la base du système fourrager mis en place ici. À part cette barre-là. Voilà. La base du système fourrager mis en place sur le dispositif, c'est de la prairie qui est cultivée, donc qui rentre dans les rotations, et systématiquement de la multi-espèce. Et donc, du coup, on a basé nos systèmes pour que ce soit des systèmes caprins de type polyculture-élevage, avec une rotation sur 10 ans. Et donc, quelques chiffres clés du dispositif. Le dispositif Patuchev, c'est du coup 3 systèmes avec 10 hectares de surface, avec 3 troupeaux d'environ 60-65 chèvres de race alpine, donc ce qui équivaut du coup à 6,4 chèvres par hectare de SAU et qui correspond à 1,3 UGB. Et par hectare de surface de prairie, de SFP, on a 8 chèvres par hectare de SFP, ce qui équivaut à presque 1,7 UGB par hectare de prairie. Si on fait l'équivalent avec des systèmes bovins laitiers qu'on dit autonomes et basés sur le pâturage, c'est beaucoup plus, puisqu'un système en bovin laitier est plutôt à 1 UGB hectare. Donc, il faut avoir ça en tête, ce qui est très important avec les résultats que je vais vous présenter ensuite.
On est, en termes d'infrastructure, on est équipé d'un séchoir à foin d'environ 160 tonnes, donc avec un capteur solaire. Et donc, pour mettre en place tout ça, on a une équipe de 15 techniciens et nous sommes 2 ingénieurs donc, sur le dispositif, donc avec moi sur l'approche plutôt système et ma collègue Alice Fatet qui est plus sur les aspects reproduction. Donc, du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt donc, les résultats des 2 conduites basées sur le pâturage, hein, et pas du tout évoquer le système désaisonné bâtiment. Alors, on s'est fixé il y a 10 ans quelques objectifs technico-économiques. Donc, comme je vous disais, c'est par troupeau d'être environ donc, à 64 chèvres qui produisent environ 800 litres par an, avec un TB à 37 et un TP à 32, ce qui fait à peu près 5000 litres de lait par hectare. Et donc, moi, un critère que j'aime bien utiliser, c'est la matière utile, puisque faire de la quantité, c'est une chose, mais nous, ce qui intéresse en caprin, c'est quand même aussi faire de la matière. Et donc, du coup, d'avoir un critère qui est de produire 360 kg de matière utile à l'hectare. Donc ça, ce sera un critère assez synthétique pour nos dispositifs sur les aspects de production. En termes d'autonomie à l'échelle du système, on s'est fixé comme objectif d'être au moins à 75% d'autonomie alimentaire. Et cette autonomie, on l'obtient en ayant une autonomie sur les fourrages à 100%. Et d'avoir au moins 65% de fourrage dans la ration, et d'être autonome sur les concentrés à 60%. En termes de quantité de concentrés plus déshydratés utilisés par chèvre et par an, on ne souhaite pas dépasser 300 kg par chèvre et par an, et donc du coup d'avoir une utilisation du concentré inférieure à 360 grammes par litre de lait. Et ce qui équivaut du coup en indicateur, alors c'est en temps comme indicateur synthétique, bon voilà, vous l'avez vu, il disparaît, donc qui est de 5 kg de concentré déshydraté par kilo de matière utile. Achat et autoconsommation. Concentré quand tu parles des 300. Global. Voilà, c'est la quantité globale de concentré. Et parmi ceux-là, parmi ces 300 kg, d'être, si possible, 60% autonome. Aliment, c'est vrai, complet. Global au système. Et donc, en termes indicateurs plutôt économiques, donc, qui est un peu plus délicat à mettre en place dans le cadre de notre expé système, hein, puisqu'il y a tout un ensemble de coûts qui relèvent de l'expérimentation. Donc, il faut bien distinguer ce qui relève de l'expérimentation et ce qui relève de la conduite classique d'élevage. Donc, nous, on prend un indicateur sur lequel on a davantage de levier, qui est le coût d'élevage. Et ce coût d'élevage, c'est la somme des achats d'aliments, d'appro des surfaces, mécanisation et des frais d'élevage. Et qu'on s'est fixé à être inférieur à 400 € les 1000 litres. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je ne vous présenterai pas les éléments sur l'économie parce qu'on l'a fait jusqu'en 2017. Ça mériterait d'être refait sur 2018 à aujourd'hui. Il faut du temps. Et aujourd'hui, je n'ai pas de temps et suffisamment et d'appui pour le faire. Mais en tout cas, je vais vous présenter les éléments déjà techniques qui, de toute façon, vont donner déjà un bon reflet des résultats qu'on peut avoir au niveau économique derrière. Alors, pour rappel, Pâtus-Chèvre, ça a été une transition semi-progressive, hein, puisqu'on est parti du troupeau caprin des Verrines qui existait. Alors, je vais trouver une solution sur ce truc, parce que ça va être... En fait, ça gêne pour vous, mais ça ne gêne pas l'extérieur. Le troupeau caprin des Verrines, c'est environ 160 chèvres qui mettaient bas en janvier, donc plutôt en avance de saison. Et on était sur un système hors sol, paille plus concentré. Donc ça, c'était jusqu'en 2010 et avant. On a pris les 160 chèvres présentes et on les a réparties de manière équivalente dans les 3 futurs systèmes. Alors, sur leur âge, sur le poids vif, sur les index, leur production laitière sur l'année où on a fait la mise en lot. Et puis, on a réparti également les différentes familles de boucs dans les 3 systèmes. Et donc, ça a été fait en 2010. Et depuis, les chèvres sont conduites de façon indépendante, le plus indépendante possible du début à la fin. Et donc, c'est-à-dire que les chevrettes qui naissent dans un système retrouvent leur mère. Par contre, pour la voie mâle, on utilise les mêmes boucs d'IA, si possible, dans les 3 conduites. Et on essaye au maximum que le renouvellement soit issu d'IA pour avoir que des demi-sœurs dans les 3 systèmes. Donc ça, ce sont des règles qu'on s'est fixées aussi dans les systèmes.
c'est-à-dire d'être quasiment que sur du renouvellement issu d'IA, ce qui n'a pas toujours été simple, vu des essais d'IA que l'on a fait aussi, et des résultats d'IA, ou plutôt autour de 40-50% de réussite à l'IA. On a été obligé de conserver du renouvellement aussi issu du monde naturel, ce qui fait qu'on peut avoir un léger biais par la voie mâle, aussi parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes boucles de monde naturel dans les trois systèmes. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Finalement, pour aller vers le système qui est saisonné pâturage, bien lui, finalement, la transition a été assez rapide puisque d'une mise bas de janvier, on est passé à une mise bas en février. Et là, finalement, ce troupeau-là, eh bien, dès 2013, il a eu juste le changement de système alimentaire. Et du coup, depuis, voilà, ça a été assez simple. Pour les troupeaux en contre-saison, pour eux, il y a eu un changement progressif de la période de reproduction. Et donc, il y a eu l'avance d'1 mois à 3 semaines par an, ce qui fait qu'on a eu des chèvres qui ont été… donc, c'était un choix qui a été fait pour avoir les mêmes cohortes chaque année et pas avoir un décalage dès le début qu'on aurait pu payer. Mais finalement, ce changement progressif, on le paye également puisqu'on a mis des chèvres à la reproduction 1 mois plus tôt chaque année, ce qui fait qu'elles étaient tout juste en termes de reprise d'état au moment de la reproduction et finalement qu'on a payé également sur plusieurs années. Et donc, on peut dire que ces troupeaux en contre-saison, on va dire, sont en routine seulement depuis 2016-2017. Donc, ça a mis un certain temps pour ces troupeaux contre-saison pour stabiliser et avoir une conduite qui est dans les clous. Alors, du coup, je vais vous présenter quelques résultats techniques des 2 dernières campagnes, des 2 systèmes pâturage. Donc, je vais vous parler des résultats des campagnes 2020 et 2021. Et puis, je vous donnerai quelques éléments sur la campagne qui est en train de se terminer 2022, puisque donc pour nous, une campagne, c'est une campagne donc, où on a fixé ça quand on a fait nos bilans avec Diapason. C'est une campagne, elle démarre au 1er septembre et elle finit au 31 août, et quel que soit le système, pour comparer les 3 systèmes toujours de la même manière. Donc, pour les systèmes en contre-saison, ça correspond à leur campagne de lactation. Mais pour le système saisonnier, pour lui, ça fait des campagnes un peu à cheval. Alors, du coup, pour vous représenter de manière synthétique les résultats techniques, j'ai utilisé cette forme de graphique, un graphique sous forme de radar, où vous allez retrouver les différents indicateurs qu'on s'est fixés, les différents objectifs que l'on s'est fixés. Donc, vous allez retrouver la production laitière, le TB, le TP, la matière utile par chèvre, la matière utile produite au système, l'utilisation du concentré, la quantité de concentré, la part de fourrage, l'autonomie globale et la valorisation du concentré, donc ce fameux indicateur final qui sont les quantités de concentré par kilo de matière utile produit. Alors, du coup, ça, c'est le graphique de base. On s'est fixé, donc, l'objectif à atteindre, c'est le 100% par rapport aux indicateurs que l'on a dit tout à l'heure. Et donc, on va regarder à partir de ça comment se situent les différents systèmes. Alors, le premier système que l'on va regarder, c'est le système contre-saison désaisonné pâturage. Alors, ce système désaisonné pâturage, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est qu'il atteint assez partiellement les objectifs, en particulier en termes de quantité de concentré utilisé au regard de la production laitière, puisque vous pouvez voir qu'on a déjà des difficultés à atteindre l'effectif. On est plutôt sur un effectif de 55 chèvres au lieu de 64 attendus. En termes de production laitière, on est plutôt à 700 litres par chèvre au lieu des 800 que l'on attendait. Et donc, du coup, ce qui fait qu'en termes de matière utile produite à l'hectare, on est plutôt autour de 305 kg plutôt qu'au lieu des 360. Du coup, indirectement, sur l'indicateur de quantité de concentré, on n'est pas si loin que ça. On est quand même à 338 kg de concentré utilisé. Voilà, mais on n'est quand même pas aux indicateurs que l'on s'était fixés, aux objectifs que l'on s'était fixés. Par contre, on répond quand même aux objectifs d'autonomie alimentaire et de part de fourrage dans la ration, puisqu'on est près de 70% de fourrage dans la ration. Et ce qui fait qu'au final, on est quand même sur un indicateur de quantité de concentré utilisé par kilo de matière utile, autour de 6 kg au lieu de 5 que l'on s'était fixé. Donc, c'est un troupeau qui a des petites difficultés. Par contre, on est sur un troupeau qui a une forte hétérogénéité de production laitière, puisqu'on va de 331 litres par chèvre à 1000 litres par chèvre. Donc, on a une très forte disparité. Et c'est un système qui a eu du mal à maintenir son effectif. Et en fait, on voit que c'est un système où on a eu des difficultés à avoir des animaux qui passent de leur première lactation à la deuxième lactation. Donc, on a du mal à emmener nos primipares sur une deuxième lactation dans ce système-là. Et donc, du coup, on s'est retrouvé, comme on avait jusque-là fait le choix de ne pas
les garder. Hein. Une chèvre qui n'est pas gestante, elle ne restait pas. On n'était pas passé à la lactation longue. Donc, du coup, on s'est mis ces règles strictes et on voit bien que c'est un système qui a du mal à maintenir son renouvellement et donc derrière qui nous oblige à garder des chèvres un peu vieilles, quoi, si on veut. Des chèvres, du coup, à être sur de la réforme subie plutôt que de la réforme choisie. Donc ça, ce sont des premiers résultats sur ce système-là. Par contre, on voit que c'est un système qui commence à aller mieux depuis 2 ans, où déjà on a fait un choix de ces chèvres-là de les passer en monotraite juste 1 mois avant la reproduction. Donc c'est des chèvres où, donc, au mois d'avril, on limite le pâturage, on limite les besoins en les passant en monotraite à partir du mois d'avril. Et ce que l'on voit, c'est que c'est des chèvres qu'on va favoriser la reprise d'état et donc du coup favoriser derrière une meilleure gestation et donc derrière un état qui va permettre d'avoir un meilleur pic de lactation. Et ça, on le voit avec la prévision, là, ce que l'on s'attend pour 2022, où on a un peu plus de 2% de production laitière par rapport à l'année dernière, et on va approcher les 800 litres par chèvre, donc les objectifs qui étaient prévus. Donc ça, c'est une piste que l'on essaye de mieux comprendre et que l'on essaye d'évaluer, qui se dit, si ce système-là, on veut qu'il marche, il y a sûrement des éléments de conduite à revoir par rapport au système classique que l'on a pu mettre en place. Bernard, tu voulais intervenir? La monotraite commence combien de jours avant l'hiver? Elle va commencer 3 semaines à 1 mois avant. Ça, c'est un choix. Alors, c'est un choix que l'on a fait, si vous voulez, par rapport aussi au contexte, puisqu'on a mis ça en place en 2020, en plein confinement, où on nous a dit à un moment, il faut produire moins de lait. Et du coup, on s'est dit, c'est l'occasion de tester les passer en monotraite d'un problème. On va essayer de retourner comme une piste de levier pour évaluer ce que ça peut donner. Et est-ce que du coup, ça permet aux primipares de mieux reprendre de l'état? Bon, voilà, ça, c'est des choses qu'on est encore en train d'évaluer. Mais voilà, on est sur ce système-là. Voilà, on voit qu'on a des difficultés à atteindre nos objectifs dans notre contexte. La réforme sur les prémis provient du fait qu'elles soient mines? Oui. Alors, en fait, nos prémis n'arrivent pas à passer en L2 parce que, alors du coup, en termes de reproduction, hein, comme je vous le disais, on est sur l'IA en premier cycle et elles ont droit à 2 retours, pas plus. Donc la reproduction, c'est 1 mois et demi, hein, pas plus. Donc on s'est fixé ces critères-là aussi qui peuvent être assez stricts, mais ce sont des critères où on veut une certaine performance ou un certain niveau d'efficacité et à nous de voir si ça tient ou ça ne tient pas. Là, ce que l'on voit, c'est qu'avec ces critères-là, ça a du mal à tenir. La question, c'est pourquoi le choix du désaisonnement sur deux parties. La question de départ, pourquoi désaisonner? Eh bien, c'est parce qu'il y a 10 ans, et je pense que c'est encore un peu le cas, mais c'est en train d'évoluer, il y a eu une forte demande de faire du lait en contre-saison avec du pâturage. Il y a des laiteries qui ont demandé aussi ça. Donc, il y a un besoin. Après, aujourd'hui, c'est plus par rapport au contexte technico-économique de l'époque. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a 10 ans de recul par rapport à ça. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent et que peut-être on est capable de faire de la contre-saison ou en tout cas du lait en contre-saison par la lactation longue et pas forcément par une reproduction en contre-saison. Donc, il faut se reposer aujourd'hui la question de qu'est-ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut du lait peut-être à un autre moment de l'année, mais peut-être que ce lait à un autre moment de l'année, on peut le faire d'une autre manière. Bon, ça, c'est, voilà. Je pense que vous, en fait, vous êtes en contre-saison pâturage aussi. Par la lactation longue. Voilà, par le biais des lactations longues. Depuis 3 ans, voilà. Avec 4 ans. Et donc, c'est quand même ce que l'on a tendance à voir. Et puis, après, il y a des questions aussi, on sait qu'il y a des questions qui se reposent aujourd'hui en termes d'éthique. Est-ce que du contre-saison avec du pâturage, contre-saison bio, est-ce que c'est acceptable? Voilà. Donc ça, c'est des questions qui reviennent aujourd'hui. En tout cas, nous, dans un système que l'on a maintenu comme une conduite classique, on voit qu'on a eu des difficultés à atteindre nos objectifs que l'on s'était fixés. Bon, après, sachant qu'on est quand même à une production de 700 litres
avec 330 kg de concentré, ce qui, voilà, c'est peut-être en dessous de nos objectifs, mais ce qui n'est pas non plus totalement à côté, quoi, en fait. Hein. Voilà, on a peut-être des objectifs ambitieux à ce moment-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans les leviers qu'on essaye de mettre en place depuis 2 ans, avec des aspects de monotraite, on envisage lactation longue éventuellement aussi, sur des primipares. En tout cas, on voit comment on se rapproche des objectifs qu'on s'était fixés. Alors, un peu plus de détails sur ces résultats-là. Si je vous montre un petit peu des résultats sur la ration, comment c'était sur ces 2 dernières années. Donc, en termes de quantité de foin ingéré par ces animaux-là, on est plutôt à 2 à 3 kg de matière sèche, avec des reflux qui tournent autour de 10%. En termes de quantité de concentré, en moyenne sur l'année, on était autour de 800 grammes de concentré de matière sèche par chair. Le pourcentage de fourrage dans la ration, donc je vous disais, on était autour de 68-69% de fourrage dans la ration. Et en termes d'herbes pâturées, on est plutôt autour, sur ce système-là, entre 11 et 14% de matière sèche d'herbes pâturées à l'année. Ce qui n'est pas non plus très élevé, mais ce qui voilà, correspond à un pâturage moyen. On est autour, donc, selon les années, l'année dernière, c'était une année assez correcte en termes de pâturage. On a pu faire au moins 4 mois de pâturage. Hein. Donc, quand je vous parle de jours de pâturage, c'est des jours de pâturage effectifs. C'est-à-dire, elles sortent 2 heures, c'est un jour de pâturage. Elles sortent 10 heures, c'est un jour de pâturage. Et donc, en moyenne, c'est un troupeau qui sort en moyenne sur l'année, quand elle sort, environ 5 heures. Et donc, l'année dernière, nous n'avons pas pu, mais l'année dernière, nous avons pu faire 18 jours de pâturage sans apport de foin, c'est-à-dire une ration complète pâturage. Donc, ce qui n'est pas concentré quand même à côté. Voilà, c'est sans foin, mais avec concentré. Voilà. Mais je pense que c'est déjà une étape, le pâturage sans foin. C'est pas. Après, on le pratique moins sur ce troupeau-là. Pourquoi? Parce que finalement, comme on est passé sur un système où elle ressort plus le soir, un système en monotraite, du coup, le soir, obligatoirement, il y a un apport de foin. Donc, c'est un système où les chèvres sortent plutôt la journée. Le soir, elles restent en bâtiment, donc on est sur un pâturage limité, mais voilà. Excuse-moi, mais 18 jours sans foin. Alors, en prairie la nuit, alors? Alors, sans foin, non, elles sont. Donc, du coup, elles sortent le matin. Elles rentrent pour la traite à 16 heures, en gros. Et du coup, si elles ressortent après la traite du soir, donc elles ressortent 3 heures à peu près, eh bien là, on est sur un temps où on estime qu'il n'y a pas besoin d'apport de foin derrière. Donc elles re-rentrent vers 20 heures, 21 heures, et voilà. Et donc 100% de la ration fourragère et de l'herbe pâturée, dans ce cas-là. Et si on regarde les éléments un peu de paye de lait par rapport au temps, sur ce troupeau-là, eh bien, en 2020, donc on était sur un prix de base autour de 712 € et 1000 litres. En bilan qualité, on obtient un peu plus de 60 € au 1000 litres. On était sur en moyenne un troupeau qui a 1,9 million en cellules, ce qui nous fait un peu plus de pénalité en 2020. Et donc, on arrive à un prix de vente du lait pour ce troupeau à 780 € des 1000 litres. En 2021, on a une amélioration du prix de base en moyenne. Et finalement, on retrouve en prix de vente à la fin pour arriver à un prix de vente au 1000 litres environ de 800 € des 1000 litres, avec un peu moindre en qualité, mais finalement un peu mieux en cellules. Donc, finalement, ça s'est rééquilibré et finalement, on bénéficie de l'augmentation du prix de base sur ce troupeau-là sur l'année 2020-2021. Ensuite, si on passe au troupeau saisonnier. Alors là, le troupeau saisonnier, je ne l'ai pas fait exprès, mais en fait, il colle très bien aux objectifs que l'on s'était fixés. J'ai fait mes calculs 2 fois parce que je me dis c'est pas possible, elles d'être aussi parfaites. Le troupeau pédagogique par excellence, puisqu'on avait un objectif en moyenne de 800 litres par chèvre, et ben on arrive pile aux 800 litres par chèvre. Voilà, donc j'ai pas voulu mettre, il y a des arrondis hein, quand même, mais du coup ça fait 800 litres par chèvre. On est sur un troupeau environ à 62 chèvres pour 64 prévus, donc un peu moins chèvres que prévu, mais qui atteignent l'objectif et donc du coup qui atteignent également l'objectif de matière utile au système. Donc avec un peu moins de chèvres, on obtient bien on est à 375 kg de matière utile à l'hectare pour
un objectif à 360. Donc, du coup, on est sur un troupeau qui fonctionne plutôt bien. En termes d'utilisation du concentré, on est à 375 également grammes de concentré par litre de lait, donc un petit peu au-dessus de l'objectif que l'on s'était fixé, mais également sur l'objectif des quantités de concentré, on est pile à l'objectif à 300 kg de concentré. Donc ça, c'est la moyenne des 2 dernières années. Et donc, en part de fourrage dans la ration, on est plutôt autour de 70% de fourrage dans la ration. Donc, je suis désolé, ici dans la salle, ça ne se voit pas très bien. Sur l'écran, ça se voit mieux, mais... et donc, en autonomie alimentaire, on est autour des 83% d'autonomie alimentaire à l'échelle du troupeau, et donc à du 4,96, donc on est aux 5 kg de concentré par kilo de matière utile. Donc, ce système saisonnier, il atteint presque tous les objectifs, et avec des résultats qui se confirment bien d'une année sur l'autre. Hein, on est sur quelque chose de stabilisé, avec une prévision pour 2022 qui est même encore meilleure. Là, à l'heure actuelle, on est à plus 6,6% de production laitière, donc on va être en moyenne plutôt, on s'attend à être plutôt à 850 litres par chèvre cette année. Et donc, on note toutefois une grosse hétérogénéité quand même dans ce troupeau-là aussi, puisqu'on a des productions laitières sur ces 2 dernières années qui vont de 440 à 1280 litres par chèvre. Donc ça, ce sont des éléments qui nous posent question sur le potentiel en fait, des individus là-dedans, où on voit qu'il y a un potentiel génétique qui va fortement s'exprimer dans ces conduites-là, puisque comme on ne soutient pas beaucoup, il y a un effet d'élevage faible, c'est le potentiel de chaque individu qui va permettre de valoriser ce qu'on lui apporte. Puisqu'on voit bien, dans un même troupeau, des chèvres avec la même ration, finalement, peuvent produire 440, comme d'autres peuvent produire pas loin de 1300 litres. Donc, c'est qu'il y a un potentiel au sein du troupeau que certaines sont capables et d'autres moins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on traite pour essayer de bien essayer de comprendre cette variabilité individuelle et ce potentiel individuel qu'on peut avoir dans chacun des systèmes. Je suis désolé d'intervenir encore. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez essayé de caractériser la difficulté principale des animaux de moins de 600 litres? Non, pas fait. Et justement, dans le côté de cette diversité, cette variabilité individuelle, c'est ça que j'aimerais un peu creuser. Ouais. Voir pourquoi il y a cette variabilité. Donc ça, c'est un travail que je veux mener avec les collègues de la génétique, où justement, on veut regarder les index, hein, en fait, derrière, les potentiels, l'évolution de ces animaux et d'avoir une approche longitudinale sur ces individus. Tu as la même hétérogénéité sur la matière utile ou pas? Je n'ai pas regardé. Je pense que oui, puisque je sais que en général, celles qui sont à 1300, les taux ne sont pas là, quoi, en fait. Voilà. Alors, on va le regarder. Est-ce que justement, c'est le parasitisme qui fait chuter certaines ou pas? Je ne suis pas forcément sûr. Voilà. Puisque je vais vous montrer des résultats parasitaux où quand le système est touché, c'est tout le monde qui est touché généralement. Et puis, il y a la répétabilité aussi d'une chèvre d'une campagne à l'autre. Voilà. Est-ce qu'elle est toujours en dessous de 600 ou... C'est ça que du coup, on va plutôt regarder, avoir une évolution, d'avoir une approche longitudinale et de regarder les choses qu'elle donne sur le long terme. Et les premières années, ce que j'avais regardé aussi, c'est que les animaux qui ont ce fort potentiel, on ne les trouve peut-être pas forcément l'année suivante, parce que c'est des animaux qui ne sont pas forcément capables de se remettre en reproduction. Donc, il faut regarder sur les hauts niveaux, finalement, est-ce que ces hauts niveaux, on les a une fois et c'est fini? C'est ce qu'on a vu sur les premières années. Donc, c'est ça qu'il va falloir regarder. Et puis, avec les travaux, ça a été présenté l'autre fois au dernier ExCap sur les travaux des collègues de la génétique, sur les index longévité. Et un index qui est intéressant, qui va sortir prochainement, c'est cet index maturité, c'est-à-dire de regarder ces animaux qui sont capables de produire beaucoup dès leur première lactation, mais finalement qui ont une très faible longévité derrière. Et donc, des fois, il vaut mieux des animaux qui ne produisent pas beaucoup au début, et finalement vont tenir et vont augmenter au fur et à mesure. Ça, c'est les derniers travaux qu'ils ont menés là-dessus, sur les aspects longévité. Avoir là, dans les potentiels, les productions laitières qui sont à 440, je suppose que ce sont des primipares là-dedans, parce qu'on a des primipares qui ne marchent pas beaucoup. Mais finalement, si on les tient longtemps et que finalement elles montent progressivement, voilà. C'est ça qu'il va falloir regarder et d'aller un peu plus en détail
sur ces résultats-là. Exactement. Voilà. Il y a, par rapport à la part de pâturage, là, par rapport aux autres. Alors, justement, c'est juste la diapo d'après. Alors, ça a changé sur mon ordinateur, ça n'a pas changé là. Si, voilà. Donc, en termes d'ingestion de foin, donc on est plutôt là aussi autour de 1,2, 1,3 kg de matière sèche de foin à gérer, avec autour de 8-9% de refus en moyenne. Sur les concentrés, donc autour de 800 grammes de concentré. Part de fourrage dans la ration, moins 70% de fourrage dans la ration. Et donc là, la part d'herbe parmi le fourrage ingéré à la baie, on est plutôt entre 18 et 23% de matière sèche d'herbe ingérée en moyenne dans l'année. Donc en gros 20%. Ce qui m'interpelle, c'est le pourcentage d'herbe pâturée pour un troupeau en saison. Est-ce que c'est la pousse de l'herbe? Est-ce que c'est le temps de pâture? Alors, si on regarde en détail, regardez le nombre de jours de pâturage. Allez, selon la 2021 était pas mal. On va dire, allez, on est en moyenne à 150 jours. C'est pas mal, 150 jours. En moyenne, à 7 heures. Donc, on est sur un troupeau qui pâture pas mal. Même en nombre de jours de pâturage sans apport de foin, on est autour de 50, voire 77 jours. Donc, on est à près de 2 mois de ration, 2 mois de ration d'herbe pâturée sans foin et seulement concentrée. Bientôt, on fera peut-être herbe pâturée, zéro concentré. Il faut qu'on aille vers ça, il faut qu'on cherche. Mais voilà. Sinon, de prouver que c'est pas intéressé par. Voilà, mais ça, c'est notre rôle, de prouver est-ce que c'est bon ou finalement, ça ne sert à rien de pas. Voilà, faut pas le faire. Mais bon, les collègues à Rennes ont commencé à travailler là-dessus. Il y a une expé là, qui se termine là-dessus sur pâturage zéro concentré. Donc, en tout cas, voilà, ce que l'on voit là, quand on se dit en moyenne 20%, ben ouais, ça paraît peu, mais finalement, quand on regarde la quantité de fourrage à l'année, ben même si on pâture pas loin de 150-160 jours, ben en moyenne sur l'année, ça fait que 20% de la matière sèche de fourrage et de l'herbe pâturée. C'est-à-dire en masse, parce que ce sont des pourcentages. Oui, oui. Alors, en masse, ça fait, allez, entre 150 et 200 kg de matière sèche. Ouais, quand même. Ça fait des belles bases fourragères. Donc, moi, en calcul, c'est à peu près 1,5 tonne à l'hectare, voilà, qui est gagné par le pâturage, ou qu'on va chercher par le biais du pâturage. Sur notre système, c'est 1,5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Sur des rendements de prairie, où on est à 6,5, on a 5 tonnes de matière sèche qui sont ramenées par la fauche, et on a 1,5 tonne qui sont gagnées par le biais du pâturage. Voilà un petit peu les indicateurs que l'on a. Donc, certes, ça ne paraît pas beaucoup, c'est 20%, mais 20%, ben, finalement, alors, je ne sais pas si ça a été fait sur les élevages du Rhétoinosis, ou on l'avait fait pour le guide du pâturage. C'est ce qu'on était tombé là-dessus. Hein, quand 20-25%, c'est déjà. Oui, ça allait de 5 à 30% et la moyenne était à 15%. Voilà. Gilles, ouais. Alors, c'est un chiffre qui n'est pas du tout exploité pour mettre en avant le pâturage. Non. Les gens ont très très peur de leur niveau de production, de la technique, de la maîtrise, etc. Et en fait, il faut bien avoir conscience que ce niveau de production-là, cette pression de pâturage, il est aussi très lié à la qualité du foin. Alors, voilà, ce sera mes diapos suivants sur les règles impératives. Par rapport aux craintes de beaucoup d'éleveurs pâturage, il faut leur dire que, effectivement, quand on pâture 4 mois, et qu'avoir la météo qu'on a c'est bien régulièrement, si je me réfère à mon expérience, on pâturait beaucoup plus entre 2000 et 2010 que depuis 10 ans. Hein. Oui. C'est flagrant. Je ne vous ai pas mis notre évolution de nombre de jours de pâturage en 10 ans. Ouais, c'est extrêmement important. Et donc, valoriser le pâturage, c'est aussi avoir un discours sur le besoin de qualité des fourrages à côté. Et ça, je pense qu'on n'a pas su le faire jusqu'à maintenant. Tu me devances un tout petit peu. Mais c'est vraiment mon message là-dessus parce que c'est clair que c'est très important. Ça, c'est quand on a 70% de la ration qui est obtenue par du fourrage, si on loupe le fourrage,
Voilà. Donc, c'est le là-dessus qu'on va pâturage se jouer. est un élément favorable pour avoir du bon fourrage. Exactement, parce qu'on va aller chercher au stade normalement optimal. En intro, tu as expliqué qu'en chargement, tu étais assez élevé En plus. et que si tu avais plus de surface, ce serait un peu différent. Mais du coup, je vais vous montrer aussi avec ce chargement élevé, parce que là, je vous présente des résultats où c'est beau. Il y a de la fragilité du système derrière qui font qu'on marche sur des œufs quand même. Tiens, tu voulais... Non. En fait, l'élevage des chevrettes, tu n'en as pas parlé du tout. Non, je ne l'évoque pas du tout. Je pensais en reparler un peu en conclusion, mais l'importance quand même, je vais en parler là parce que je n'ai pas prévu que ça d'en parler. Il faut réussir l'élevage de ces chevrettes impérativement, mais ça, finalement, quel que soit le système. Il ne faut pas les louper. Et ça, quel que soit le système. Nous, les chevrettes du système saisonnier pâturage, on est une moyenne à 4 kg poids naissance des chevrettes gardées pour le renouvellement. Et voilà, il faut viser les objectifs du 35-36 kg à la repro. Et voilà, c'est indispensable. Est-ce que chaque lot de naissance est mené à part de... Séparément, c'est un système différent. Surtout le saisonnier, lui, elles sont vraiment différents. Après, quelle est la part dans notre conduite sur le fait que les chevrettes sortent à 4-5 mois et qu'elles sont 24 sur 24 dehors pendant 3-4 mois? C'est la ration d'intérieur qu'on amène à l'extérieur, mais est-ce que ça contribue à avoir des animaux qui sont prêts et qui démarrent tout de suite leur pâturage? Ça, c'est fort possible, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas l'évaluer pour le moment. On va se finir peut-être vite parce que je me. Je vais exploser le compteur. Jérémy a fait moins de diapos exprès, hein, de toute façon. Donc, en termes de résultats de production laitière, autant que je vous remets les résultats du désaisonné et du saisonné. Donc, en 2020, donc un prix au 1000 litres de base qui est à peu près identique. Donc, on est sur un bilan qualité un peu moins élevé que le troupeau désaisonné, hein, avec un peu moins de matière quand même sur ce troupeau-là. Des cellules, on n'en a pas, voilà, on est à peu près correct. On arrive à un prix de vente en 2020 à 727 € des 1000 litres. Et en 2021, il est un peu meilleur et on a un peu plus que l'augmentation du prix de base. Hein. Le prix de base a augmenté également donc de 20 € des 1000 litres. Mais par contre, en prix de vente, on a monté de 40 €, à peu près près de 40 € des 1000 litres. Et donc ça, par une qualité cellule aussi qui s'est améliorée et pour un bilan qualité qui est à peu près identique. Voilà. Donc, au final, voilà, on a, alors, je ne vais pas arriver à ce qu'on le voit, voilà, on est à peu près à 40 € des 1000 litres de différence sur le prix de vente, hein, entre du désaisonné et du saisonné sur 2021. Alors, truc et astuce des systèmes pâturants, comment on a arrivé à tout ça, hein, comment ça a pu se faire aussi. Ben, ça marche également, tout d'abord je vais rappeler des facteurs de variation d'ingestion au pâturage. C'est déjà donc, ça marche par rapport à la capacité d'ingestion. Et la capacité d'ingestion, elle varie par rapport au gabarit, au poids de vie des animaux, le stade, l'état. Et donc, du coup, c'est là où je peux faire le lien avec la chevrette. Une bonne croissance de chevrette, c'est des animaux qui ont un gabarit et donc, du coup, qui peuvent ingérer du fourrage derrière. C'est la qualité de la ration. Donc, importance de la prairie, les espèces, les variétés, et puis le lien concentré-fourrage, sur lequel je reviendrai. Et puis, c'est des éléments de gestion du pâturage. Quel type de système de pâturage, quel chargement, quelle quantité offrir, quel temps d'accès, quelle composition morphologique de ce que l'on offre. Donc ça, c'est des éléments de gestion du pâturage qui vont influencer aussi ces niveaux d'ingestion. Et tout ça en lien avec une gestion du parasitisme, sur lequel il faut veiller. Il faut toujours vérifier ou avoir un œil derrière. Et ça, en lien avec des éléments du climat. Et là, on est en plein pot, c'est ce qu'on disait, avec des aspects de sécheresse importants, des coupures qui vont de toute façon impacter cette gestion du pâturage. Alors, premier élément, je voudrais revenir en faisant un clin d'œil à notre cher Daniel Sauvant, qui nous a quittés dernièrement, et donc sur cette courbe qu'il a sortie sur les réponses de l'ingestion des chèvres au fourrage, et donc cet effet de substitution, hein, et de revenir sur, si on veut maximiser l'ingestion de fourrage, il faut donner moins de concentré et offrir de l'herbe de qualité. Hein. Donc déjà, ça, c'est quand même revenir sur un élément important.
voilà, si on ne veut pas trop être impacté par l'effet de substitution, il faut se trouver entre 700 et 800 grammes de concentré par chèvre pour maximiser cette ingestion de fourrage. Et donc, ça, c'est un élément important. Si on veut faire manger de l'herbe et de l'herbe de qualité, il faut savoir diminuer la quantité de concentré. Ensuite, c'est l'importance donc de construire des mélanges prairiaux qui sont adaptés et de valoriser la diversité des légumineuses. Donc là, ça va être tout le travail qui a été réalisé dans le cadre du REDCap depuis 10 ans, avec le travail sur des prairies qui sont productives, adaptées au contexte. Et donc, tout ce travail qui a été mené pour trouver des mélanges prairiaux, le travail que l'on a mis en place également ici, et sur lequel aujourd'hui, on est sur 2 mélanges prairiaux que l'on s'est adapté à notre système et à notre système et à son utilisation. Donc ça, c'est très important, c'est la clé. Quand on a, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, quand on a 70% de la ration fourragère qui est de l'herbe, assurer ces prairies, quelles prairies on veut, c'est vraiment l'élément clé. Ensuite, ça va être les références scientifiques et techniques qu'on a mis en place également dans le cadre de la thèse d'Alexia Charpentier, qui avait été cofinancée par la région Nouvelle-Aquitaine et INRA, donc avec des travaux qui ont montré que la chèvre elle a une grande capacité à pâturer de manière efficace. C'est un animal qui mange beaucoup par rapport à son poids vif. On est à 5% du poids vif, avec 30% de concentré et 70% d'herbe. Par rapport à des vaches laitières, une vache laitière, elle ingère 3,5% de son poids vif. Donc, on a des animaux, les chèvres, elles sont capables d'ingérer beaucoup par rapport à leur poids vif. Et donc, en fait, ce qu'on a pu mettre en évidence dans le cadre de cette thèse, c'est que les chèvres laitières, elles ingèrent plus vite et plus longtemps que les vaches. Donc, elles sont capables de pâturer beaucoup. Elles ne se fatiguent pas en cours de journée et elles mangent tout. Et ça, c'est des éléments importants. Une vache, elle va se lasser beaucoup plus vite pour manger. Et donc, et également, ce qu'on a mis en évidence, c'est que les chèvres ont une bonne capacité d'adaptation aux différents changements en termes de gestion du pâturage. Et ça, c'est égal ou supérieur à celle des vaches laitières. Et donc, en termes de quantité d'herbe offerte, de temps d'accès, suppression de l'abreuvement, etc., la chèvre a des capacités d'adaptation qui sont très fortes. Et elle va très vite réagir à ces changements-là. Donc ça, c'est un élément assez important à avoir en tête sur la souplesse que l'on peut avoir finalement dans la gestion du pâturage avec des chèvres. Alors du coup, en moyenne, avec ces travaux-là, on a montré que à partir de différents essais que l'on a menés, sur des chèvres d'environ 50 kg qui produisent 3,3 kg, eh bien, elles sont capables d'ingérer 1,8 kg de matière sèche d'herbe par jour, avec un temps de pâturage de 7 à 8 heures, et avoir une vitesse d'ingestion d'herbe de 250 grammes de matière sèche par heure. Donc ça, ce sont des éléments clés qui nous ont permis également de conduire notre dispositif de cette manière-là et de se dire on peut faire manger beaucoup d'herbe aux chèvres. Et du coup, d'avoir derrière des résultats qui reflètent ces grosses quantités d'herbe ingérées. Par contre, voilà, il y a un élément que quand on va parler pâturage, il faut parler parasitisme. Parce que ça va de pair en caprin, d'autant plus en caprin. Et donc, quand on dit pâturage, c'est égal présence de parasites. Ça, on ne passe pas à côté. Et donc, il faut se mettre en tête qu'élever ces chèvres au pâturage, ça consiste à élever aussi des strontes gastro-intestinaux et d'essayer d'avoir les moins méchants possibles. Voilà. Donc ça, il faut avoir ça vraiment en tête. Il faut trouver ce compromis et avoir un équilibre entre l'hôte et les parasites et d'avoir toujours un équilibre entre ces deux protagonistes, si on veut. Et donc, d'avoir en tête différents éléments, hein, de distinguer ce qui relève de la résistance, qui est une réponse immunitaire, de la résilience, qui est l'aptitude de certaines chèvres à endurer les effets du parasitisme. Donc ça, dans le troupeau, on va avoir des individus qui vont être des forts excréteurs et qui vont avoir zéro problème. Et ça, ce sont des animaux résilients, mais ce n'est pas forcément des amis très sympas pour leurs copines d'à côté, qui, elles, ne sont pas résilientes, qui, elles, vont se prendre plein pot ce niveau de parasites. Et derrière, il vaut mieux avoir des animaux qui sont résistants, qui sont capables d'éliminer ces parasites ou à mieux les gérer et diminuer l'excrétion. Et donc ça, c'est les travaux qui sont menés actuellement dans le cadre du projet PEPACAP avec CapGen, où il y a des infestations expérimentales sur les boucs, où on commence à avoir finalement une variabilité de réponse et une variabilité dans la résistance qu'il peut avoir. Donc ça, ce sont des travaux prometteurs. Je pense qu'ils ont été présentés aussi au dernier REDCap.
et qui sont vraiment prometteurs et qui, quand on voit ce qui se fait aujourd'hui en ovin, nous donnent des bonnes perspectives, puisqu'en ovin, aujourd'hui, on est capable d'inséminer avec des béliers résistants au parasitisme. Donc, en caprin, on va avoir 3 solutions, 3 stratégies qui sont possibles. Hein. Ça va être de diluer, donc ça va être une histoire derrière de chargement, d'attendre, c'est-à-dire de laisser des temps de repos entre les passages, ou d'agir, et ça, agir de différentes manières, soit par des différentes stratégies de gestion du parasitisme. Donc, pour rappel, hein, le cycle d'un parasite, hein, c'est environ 7 à 10 jours dans une période exogène et une vingtaine de jours à l'intérieur de l'hôte. Et donc là, on a différents moyens de lutte. On peut avoir des moyens de lutte qui vont chercher à renforcer les défenses de l'hôte. Donc, renforcer les défenses de l'hôte, ça va être d'améliorer la résistance génétique. Donc ça, comme je vous disais avec les travaux, par exemple, de Tepaka, d'améliorer la ration en protéines et en énergie. Un animal qui a une ration équilibrée, ben, c'est un animal qui va pouvoir mieux se défendre également. La solution de développer un vaccin, donc il y a des recherches autour de ça, bon, qui ne sont pas, pour le moment pas très prometteuses. Ensuite, on a tout un groupe d'actions qui va être autour de réguler la population de vers adultes. Donc ça va être de raisonner l'utilisation des anthelmatiques avec des traitements sélectifs. Donc là, c'est là qu'il y a tout un travail autour donc, de trouver les individus qui à traiter, qui excrètent un certain niveau et d'agir seulement sur ces individus-là. Des travaux autour de l'utilisation des plantes à tanin condensé. Donc j'ai une petite diapo après là-dessus pour vous dire des choses que l'on a testées ici. Et puis, il y a tout un travail autour de réguler la source de contamination. Ça va être de travailler sur l'alternance de pâturage pause, de travailler sur le pâturage tournant, mais ça va être également éventuellement du pâturage mixte, d'intégrer des prairies dans les rotations, de ne pas oublier de transformer du fumier en compost, de ne pas mettre du fumier directement sur les parcelles, puisque du coup, on entretient le cycle des parasites, alors que si on transforme en compost, eh bien, on va faire monter en température, on va faire éclater les œufs des parasites, et donc c'est une façon d'assainir également. Donc voilà, donc il y a tout un ensemble d'éléments que l'on a mis en place ici sur le dispositif. Et donc, ouais, et donc c'est les dernières diapos, il y en a encore 4-5. Et donc, du coup, en termes de parasitisme, ce que je peux vous montrer, c'est ces résultats qui ont été faits avec l'ANSES de Niort, puisque du coup, depuis 2013, on a un suivi de groupe chaque mois. Chaque troupeau, au sein de chaque troupeau, on a des multipares, on a des primipares, et on fait des copros de groupe. Et donc, du coup, ce qui nous permet de suivre les niveaux d'excrétion d'œufs de parasites. Et donc, comme vous pouvez le voir, ben, on est sur des animaux en 2013 qui n'étaient jamais sortis. Et donc, finalement, sur les premiers mois de 2013, ben, on n'avait rien. Mais ça a été très vite, finalement, pour avoir des parasites. Hein. Les chèvres, finalement, qui n'étaient jamais sorties, sur des prairies qui n'avaient jamais eu de chèvres, eh bien, finalement, ça va très vite. Alors, il est vrai, on peut être tranquille les premières années. Si on ne regarde pas, finalement, on est en dessous de 600 groupes, 600 OPG en groupe, ce qui n'est pas très élevé, ça passe. Et puis, ça y est, au bout de, alors là, je ne sais plus en quelle année, ça doit être 2018, hein, au bout de 5 ans, ça y est, là, on commence à avoir des pics de groupes qui montent assez haut. Et donc, en rouge, c'est le troupeau saisonné, en jaune, le troupeau désaisonné. Donc, on voit clairement que le troupeau saisonné, eh bien, il monte. Voilà. Donc, on a des résultats intéressants, mais le parasitisme, là, on voit qu'il est là-dessous et que ça commence à être... Et donc, si on regarde de manière un peu plus précise sur ce troupeau saisonné pâturage, eh bien, vous avez cette courbe, donc cette évolution au cours depuis 2013 jusqu'en 2021. En noir, ce sont le troupeau de groupe des multipares et en rouge, en pointillé, les primipares. Donc, on voit que quand ça monte, c'est souvent les primipares qui prennent un peu plus. Et en face, ce que je vous ai mis, c'est le chargement moyen annuel par hectare de prairie. Et ce fameux chargement, où on voit que, bon, au début, on n'était pas trop chargé, mais là, on est sur ces 8 chèvres hectares de prairie, donc au début. Et on voit que c'est là que, quand on a monté, eh bien, on l'a payé hein, assez vite avec ces montées. Et donc, là, on voit qu'on a essayé de rediminuer, mais on a toujours ces pics à certains moments de l'année qui font que, voilà, des augmentations et une fragilité des troupeaux à ce niveau-là. Et si on regarde 2022, ben on voit sur cette courbe-là, vous avez les démarrages de chaque mois pour les différentes années, et on voit que 2022, ben on est déjà à un niveau un peu élevé par rapport aux années précédentes, mais avec des chèvres qui sont sur des niveaux de production. Aujourd'hui, en ce moment, elles sont à 3,6 kg par jour. Donc finalement, avec du pâturage, donc finalement, il y a un équilibre qui se crée, quoi, en fait.
Et si on regarde pour le troupeau désaisonné, ben lui, le troupeau désaisonné, on a eu des baisses de chargement très importantes. Hein. On a eu des chèvres où on était seulement à une quarantaine de chèvres dans le troupeau. Là, on est revenu à 64 et puis là, on redescend autour de 50. Eh bien, on voit tout simplement hein, que finalement, quand il n'y a pas de chargement, alors on ne voit pas bien sur là parce que ça reste affiché, mais on voit que finalement, le parasitisme, ben, on n'a vraiment pas grand-chose quand on est en dessous de 6 chèvres par hectare de prairie. Donc, il y a vraiment cette importance. Dès qu'on est remonté en termes de chargement, eh bien, on est remonté aussi en termes d'expression d'œufs de parasites. Donc ça, c'est très important, cette notion du chargement derrière. Et donc, ça, ce sont des diapos sur les coprocultures, sur les types de parasites également. Ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas les mêmes types de parasites en fonction des troupeaux. Ça, c'est les troupeaux de désaisonné pâturage, où en bleu, on va avoir plutôt des œsophagostomum. Donc ça, c'est des parasites que l'on a en plus grosse quantité dans ce troupeau-là, et du coup, on va finalement avoir peut-être un peu moins d'impact. La pathogénicité de ce parasite-là est moins importante, contrairement aux troupeaux saisonnés, où on va avoir davantage de Teladorsagia trichostrongylus, qui peuvent être un peu plus méchants. Et pour le moment, je touche du bois, on n'a pas le très méchant qui est Hémoncus, que certains éleveurs ont, et qui peut avoir des impacts très négatifs sur le système, en fait. Alors, je vous disais, j'ai une petite diapo pour vous parler quand même des essais qu'on a menés sur les nouvelles connaissances sur l'utilisation de plantes à métabolites secondaires bioactifs. Donc, c'est des travaux qui ont été menés dans le cadre du CASDAR-FASTOCH et donc en complémentarité avec le CIVAM du bocage. On a testé le sainfoin comme une plante qui est riche en métabolites, en particulier de tanins condensés, où on a vu des réponses zootechniques vraiment intéressantes, mais des résultats sur la santé qui étaient vraiment trop variables. Et les conclusions que l'on en fait, c'est que c'est une plante qui est très appâtante, qui est très bien consommée, même à un stade avancé, que ce soit en foin ou en pâturage, mais que l'utilisation du sainfoin, pour nous, ne peut se substituer à un traitement thelmatique, et en raison d'une forte variabilité de réponse. Donc là-dessus, dans une conduite de pâturage, une cure de 3 semaines de sainfoin, nous n'avons pas vu de résultats probants. On a testé également le plantain lancéolé, qui ne contient pas forcément de tanin condensé, mais d'autres métabolites potentiellement intéressants, qui sont anti-inflammatoires, cicatrisants, comme l'ocubine. Et donc, pour le moment, les réponses zootechniques, elles, sont peu concluantes. On n'a pas eu des résultats très intéressants sur la valeur et les réponses laitières. Et en tout cas, dans les dispositifs que l'on a testés, n'ont pas été très concluants. Donc, pour conclure, pour nous, obtenir des bons résultats au pâturage, le premier point, c'est de veiller à un bon équilibre du chargement. Donc, 6 à 7 chèvres par hectare de prairie, c'est très important si on est à 15-20% d'herbe dans la ration. On peut être à un chargement plus élevé, mais si on se dit, on met moins d'herbe pâturée dans le système. Donc, si on veut être au moins à 20% d'herbe dans la ration, il faut vraiment tourner autour de 6-7 chèvres hectares, pas plus. Il faut limiter la part de concentré, faire du lait avec de l'herbe plutôt qu'avec des aliments potentiellement en compétition avec l'alimentation humaine. Donc ça, c'est très important également. Il faut veiller à ce qu'on utilise moins de concentré. Et ce qui dit moins de concentré, c'est plus d'herbe à gérer, mais du coup, importance de travailler sur des prairies adaptées au contexte et qui vont stimuler l'ingestion. Donc, utiliser la diversité d'espèces, faire pâturer entre 12 et 14 cm pour garder une bonne qualité de l'herbe et travailler sur du pâturage plutôt tournant. C'est également, si on veut assurer le pâturage, c'est si possible, si on démarre, utiliser un herbomètre. L'herbomètre, c'est un outil qui est vraiment indispensable pour piloter la surface et les quantités à offrir. Et donc ça, tout éleveur qui pratique le pâturage devrait avoir un herbomètre pour au moins l'aider à commencer. Après, l'expérience viendra avec l'œil, mais c'est vraiment très intéressant pour calculer ses surfaces et travailler sur la quantité à offrir et optimiser les surfaces. C'est d'avoir une vigilance accrue sur les niveaux d'infestation. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de difficultés sur ce point, puisqu'il faut aller à l'individu et connaître une chèvre sur son niveau d'expression de manière simple, rapide, fiable et pas chère. Ce n'est pas encore gagné. Et ça, on mène ici des suivis réguliers au niveau de l'individu. Nos chèvres sont connus au niveau de leur niveau d'expression environ 4 à 5 fois par an. Et donc ça, ce sont des indicateurs, des phénotypes qui vont être très importants, qu'on va essayer de mettre avec d'autres indicateurs peut-être plus faciles à repérer, pour repérer facilement les individus qui sont infestés et d'agir que sur ces individus-là. Et c'est de mettre en place une gestion intégrée du parasitisme et de la santé de manière générale. Donc, ce n'est pas une action qui va marcher pour gérer le parasitisme,
Ça va être la combinaison d'actions qui sera plus efficace que chaque action individuelle. Et sans oublier que des animaux qui sont moins stressés, ce sont des animaux qui ont une meilleure immunité. Donc, de travailler sur le bien-être, ça va être également aussi un élément qui peut contribuer à cette gestion du parasitisme. Et puis, un dernier point, il faut faire confiance aux chèvres. Il faut faire confiance aux chèvres qui ont tendance à s'adapter beaucoup plus vite que nous. Et ça, on l'a vu dans la plupart de nos essais. Mais en même temps, faire attention à ne pas se laisser faire parce qu'elles peuvent faire également ce qu'elles veulent. Donc, il faut également mettre certaines règles et de savoir les gérer. Donc, comme l'illustre la photo là en face, on ne voit pas bien. Et finalement, il y a 4 fils électriques devant elles, là, en fait. Donc, leur montrer qu'à un moment, il y a du bon, mais il faut finir la parcelle et il faut manger ce qu'il y a. Et je termine cette intervention par également des résultats qu'on a amenés avec nos collègues d'Altalia, parce qu'il ne faut pas oublier, je vous ai présenté des éléments de conduite du système pâturant, mais il faut voir également qu'on a mis en évidence dans le cadre de nos travaux sur l'impact sur la qualité nutritionnelle et sensorielle des laits et des fromages. Et donc, on a mis en évidence dans le cadre des travaux menés avec le PSDR, Flèche, c'est que l'ingestion d'herbes améliore la qualité nutritionnelle des laits de chèvre, en particulier en termes de vitamines A et E, qui avaient moins d'acides gras saturés et plus d'acides gras oméga 3. Donc ça, on l'a mis en évidence. Et que l'ingestion d'herbes augmente également les teneurs en composés, ayant un effet sur la qualité sensorielle. Donc ça, c'est un élément, quand on dit faire du pâturage et d'être en lien aussi avec les attentes des consommateurs, c'est des éléments que l'on peut mettre également en œuvre. Voilà, donc je termine. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les équipes techniques de l'unité, les partenaires financiers pour l'ensemble de ces études. Et puis, vous pouvez retrouver une partie de ces résultats dans le cadre d'une synthèse qu'on pourrait cliquer sur le lien, donc une synthèse qui a été publiée en début de cette année. Voilà, merci. Et